Ce webinaire est organisé par l'association Smile Smart Grids. Je vais faire une petite introduction pour présenter notre réseau à ceux qui ne nous connaîtraient pas ou moins, avant de vous présenter le programme. Donc le réseau Smile, c'est ce qu'on appelle le réseau de l'Ouest dédié aux smart grids, aux systèmes énergétiques intelligents. Vous avez quelques mots-clés dans le bandeau qui vous expliquent un peu les sujets sur lesquels on travaille. Donc les circuits courts de l'énergie, l'autoconsommation collective, faciliter l'intégration des énergies renouvelables, les enjeux de pilotage de l'énergie, le sujet de la flexibilité énergétique, évidemment en lien avec ce pilotage, le stockage, l'effacement et l'implication des consommateurs dans cette nouvelle façon de gérer l'énergie. Euh, alors, nous sommes un écosystème situé en Bretagne et en Pays de la Loire, un écosystème d'interface, c'est-à-dire qu'on essaie de favoriser les échanges entre, d'une part, des acteurs des régionaux, les gestionnaires de réseaux d'énergie, de transport, de distribution, d'électricité ou de gaz, les territoires acteurs de la transition et les entreprises qui vont apporter des solutions à ces acteurs, à des nouveaux projets, puisque notre objectif au sein de ce réseau, c'est de faciliter l'émergence de projets démonstrateurs des systèmes énergétiques intelligents. On sait que ce sont des sujets sur lesquels on a encore des marches à franchir, démontrer, alors non pas sur des phases de R&D, mais en tout cas démontrer en situation réelle sur différents cas d'usage, voilà, que les systèmes de pilotage de l'énergie permettront demain de mieux intégrer les énergies renouvelables, de gagner en autonomie énergétique, de développer plus largement la mobilité électrique. Donc voilà les enjeux sur lesquels on travaille. Notre leitmotiv, c'est démontrer, partager, amplifier. Vous avez en bas à droite de la diapo une carte qui est la carte des projets homologués Smile entre 2017 et 2021. C'est plus de 90 projets qui parle des différents sujets que j'ai listés, évoqués. Donc, on retrouve des projets sur l'autoconsommation collective, le stockage, le pilotage de l'énergie. Et c'est à partir de ces projets qu'on va travailler justement à faire des retours d'expérience, à faire connaître à la fois les projets qui se sont déployés sur les territoires et les entreprises, les savoir-faire dont disposent nos membres. Donc, trois modes d'action pour notre réseau. Faire connaître déjà les sujets, les expertises, les retours d'expérience des projets sur le domaine des smart grids, appuyer et reconnaître et valoriser de nouveaux projets. Donc, on a une démarche notamment d'homologation des projets qui permet de faire reconnaître par les membres du réseau les projets démonstrateurs. Et ensuite, et c'est par là un peu que partout commence en tout cas, le penser collectif, le faire ensemble, donc organiser entre les membres du réseau des groupes de travail pour préparer les futurs projets démonstrateurs de demain. Donc, autour, par exemple, de sujets qu'on a identifiés, de la flexibilité énergétique ou des enjeux du pilotage de la recharge des véhicules électriques. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première introduction, vous présenter le programme du webinaire. En introduction, on souhaitait faire intervenir Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild, qui se présentera et présentera sa structure. Voilà, acteur important en Pays de la Loire sur les bâtiments performants. Et ensuite, trois retours d'expérience. Alors, on a malheureusement, par rapport au programme initial qui vous avait été communiqué, un petit imprévu, puisque un des intervenants sur le quatrième retour d'expérience a eu un empêchement de dernière minute, mais en tout cas trois retours d'expérience qui vont nous permettre, sur des bâtiments tertiaires, d'explorer à la fois les dispositifs mis en place, les résultats obtenus grâce au système de pilotage, de production d'énergie renouvelable, de stockage, et les facteurs clés de réussite, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est aussi d'inspirer des futurs projets demain. Je vais vous laisser à chaque intervenant prendre la main pour partager votre écran et votre présentation. Ça facilitera le passage des diapositives. Le temps de questions-réponses sera plutôt prévu à la fin de l'ensemble des interventions pour se permettre voilà, de maîtriser au maximum le temps du webinaire. On est ensemble jusqu'à 12h30. Pierre-Yves Legrand, je vous laisse du coup prendre la suite pour intervenir.
Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Et est-ce que vous voyez mon écran? Et on voit la présentation, ouais. On voit le support PDF, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup à l'association Smile de son invitation. J'ai voulu, dans cette introduction, vous m'avez demandé un petit peu de donner le cadre et j'ai voulu qu'on se pose la question du pourquoi et ça fait toujours du bien et c'est vraisemblablement aussi pour ça que nos associations existent, permettre aux professionnels par moment qui sont souvent axés sur le comment, de aussi se poser la question du pourquoi. Donc, peut-être de façon provocatrice pour certains, j'ai voulu commencer par cette question, mais alors pourquoi donc il faudrait faire des bâtiments intelligents? Alors, je me présente, je suis Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabit. Novabit, c'est une association qui regroupe à peu près 450 acteurs de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement en Pays de la Loire. Vous voyez là un nuage de mots qui représente à peu près toute la chaîne de valeur des acteurs de la construction et de l'immobilier en Pays de la Loire. Et on a deux pieds, un pied dans le privé en relation donc étroite avec l'ensemble de ces acteurs et un pied dans le public avec le soutien de la région des Pays de la Loire et de l'ADEME qui nous permet de mener à bien nos actions. Alors, Pierre-Yves, on est Et nos... toujours sur la page titre du Ah, ça passe PDF. pas? Ah, Non. désolé. Alors, doit y avoir un petit souci. Des fois, c'est ce qui arrive. Donc, j'enlève le partage. Vous allez me dire si ça remarche. Qu'est-ce que Voilà, vous là voyez? on est sur le nuage de mots, ouais, tout à fait. Parfait. Donc, cette fois-ci, quand je dis nuage de mots, donc voilà, je reviens un tout petit peu. Donc là, vous avez l'ensemble de la chaîne de valeur et j'en étais à aussi pourquoi. Pourquoi regrouper des acteurs de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement au Pays de la Loire? Et nous, on s'est posé beaucoup de ce type de questions-là, puisqu'au départ, on se positionnait plutôt comme accélérateur des transitions, en disant que toutes les transitions se valent, et notamment la transition numérique, qu'on mettait au même niveau que la transition environnementale, jusqu'à ce qu'on se dise qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, et notamment la question climatique. Et une des réponses au pourquoi, c'est cette obligation que nous avons collectivement de diminuer le poids carbone des émissions, enfin les émissions de gaz à effet de serre des Français. Et on aime bien rendre intelligible cette question du carbone. Et c'est pour ça qu'on l'a réduit au poids que chacun a sur le dos ou en émissions. En moyenne, alors, retenez 10 tonnes par Français. Chacun peut faire le calcul lui-même sur des petits moteurs qui existent, notamment popularisés par l'ADEME. Et il faut qu'on arrive à 2 tonnes en 2050. Alors, 2050, ça paraît loin, mais en réalité, la date qu'il faut qu'on regarde, c'est 2030. Et là, pour le coup, il reste plus beaucoup de temps, il reste à peine 6 ans, pour passer de 9 à 4,5 tonnes. Et quand on regarde de près, le bâtiment, c'est à peu près un quart de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc on parle de quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique, de très important, et c'est pour ça que nous-mêmes, on s'est dit, mais en fait, il n'y a rien de plus important. Si c'est un enjeu à l'échelle mondiale, on ne tourne plus autour du pot, et c'est bien ça qu'il faut qu'on regarde. Et en particulier, donc on a ces 3,6 tonnes qu'on met dans le sac à dos de chaque Français, et il faut qu'on passe à 0,6 en quelques décennies. Donc il y a 3 tonnes à peu près à enlever. Et c'est là qu'on va arriver tout à l'heure au bâtiment intelligent. On va avoir à utiliser toutes les techniques pour enlever ces 3 tonnes qui sont dans le sac à dos de chacun. Si on regarde un petit peu de près et qu'on essaie de décomposer, on voit bien que l'essentiel, c'est la consommation d'énergie dans les bâtiments. Sur les 3 tonnes 5, on a 1 tonne 3 qui correspondent à cette énergie. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout négligeable, c'est la liaison domicile-travail, donc l'implantation d'un bâtiment par rapport et aux relations que les gens ont, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Les matériaux bas carbone, vous voyez, on se focalise sur cette question-là, mais on voit bien que c'est secondaire par rapport à cette question de la réduction des énergies. Si on regarde les typologies de bâtiments, c'est intéressant de regarder que le logement,
est évidemment, c'est 1 tonne sur les 3,5 tonnes, c'est très important. Mais il y en a un qui n'est pas du tout négligeable non plus et qui va être un peu le point de focalisation aujourd'hui, le tertiaire. C'est un point de focalisation parce que c'est là qu'on a le plus de bâtiments intelligents, mais on voit bien, puisque c'est pour ça que je voulais parler de logement en premier, qu'il y a certainement des choses à faire aussi en bâtiment intelligent dans le logement. Mais vous voyez que le tertiaire, c'est quand même 500 kilos sur les 3 tonnes, donc on a certainement de quoi faire. Et concrètement, qu'est-ce qui est à faire? Eh bien, on a ce petit schéma que beaucoup connaissent, hein, de Négawatt, de travailler à la fois sur la sobriété, l'efficacité et le renouvelable. Et l'efficacité, ben, c'est une partie du travail qui va être présentée tout à l'heure par les intervenants, et donc améliorer cette performance. Mais nous, on souhaite de ne jamais oublier que un bâtiment intelligent, c'est d'abord un bâtiment qui émet peu, qui a besoin de peu d'énergie pour fonctionner, et donc il doit avoir une bonne enveloppe. Alors, il y a, et on peut l'espérer, des engagements volontaires, et on a vu l'année dernière avec la question de la sobriété d'un hiver qui s'est passé avec quand même des économies d'énergie très importantes et donc des actions volontaires de chacun. Mais on a aussi un cadre réglementaire et ça fait du bien de se rappeler pourquoi il y a ce cadre réglementaire. Je viens de vous le dire, hein, ce sont les différents engagements de la France. Et donc, on a aujourd'hui un cadre réglementaire sur le bâtiment qui est assez global, on va dire, une sorte d'alignement des planètes assez impressionnant. D'une part, il faut jamais l'oublier, éviter de construire, je parlais de tonnes de carbone, 1 mètre carré, c'est 500 kilos. Chaque fois qu'on construit 1 mètre carré de plus, c'est 500 kilos de gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère. C'est considérable. Donc, éviter de construire, c'est le premier élément. Ce ne sera pas le sujet du jour, mais on aura l'occasion d'en reparler. Notamment, il y a un atelier de Novabuild ce jeudi sur cette question-là. Si vous êtes intéressé, on pourra en reparler. La rénovation du parc existant avec 2 dispositifs réglementaires, le dispositif éco-énergie tertiaire que parfois on appelle le décret tertiaire, on va revenir dessus dans quelques instants, et le décret BAX qui nous concerne directement aujourd'hui. Et puis il y a la décarbonation de la construction neuve avec une législation qui est en pointe à l'échelle européenne et donc aussi à l'échelle mondiale sur ces questions-là, qui contraint l'ensemble des constructeurs à se donner des objectifs ciblés sur le carbone et qui baissent tous les 3 ans à peu près. Les seuils sont très, très, très stricts. Et puis, il y a un dernier cadre réglementaire sur les énergies renouvelables avec la production d'ENR en toiture végétalisée. Donc voilà le cadre. Vous voyez les dates aussi assez récentes, hein. Les plus anciennes lois datent de 2018. Alors, évidemment, là, je vais aborder les questions de façon très courte et succincte. J'ai dans mon équipe une collègue chef de projet rénovation et réhabilitation qui s'appelle Margot Schulz, dont le métier est de diffuser ces informations et notamment faire connaître le décret tertiaire et faire en sorte qu'il soit approprié par les uns et les autres. Et surtout, que la contrainte, vous voyez qu'on doit arriver à moins 60% de consommation énergétique d'ici 2050, mais si on regarde le seuil de 2030, moins 40%, ça ne se fait pas par des petits pas. Il y a des choses très importantes à faire, et notamment en rénovation. Et donc, on est en capacité de vous accompagner là-dessus. Donc, vous voyez, ça, c'est une obligation, en fait, hein. L'ensemble des bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés sont soumis à cette contrainte réglementaire. Et évidemment, le bâtiment intelligent a des choses à raconter là-dessus pour pouvoir parvenir à ces chiffres-là. Le pilotage des équipements, ça va être l'objet des interventions qui vont arriver, mais on a aussi donc une obligation réglementaire qui a été mise en place, c'est le décret BAX dont je vous ai parlé. En fait, en gros, c'est pas la peine de mettre en place des consommations, des outils de GTB si on n'a pas des outils de suivi et de pilotage. Et c'est en fait, c'est ça que ça veut dire. L'intelligence mise dans les bâtiments devient une obligation. Et en fait, c'est du simple bon sens, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique. Je vous parlais de l'enveloppe. Là, vous avez un bâtiment sur la gauche qui est, on va dire, un peu vieillot. Et là, on vous a sorti
un des plus emblématiques à l'échelle nationale. Il n'est pas d'ailleurs en région, mais c'est assez extraordinaire ce qui a été fait dans ce bâtiment tertiaire qui était quand même assez délabré, mais je suis sûr que vous en connaissez des dizaines et des dizaines qui ressemblent à celui qu'on a sur la gauche. Et on a des choix très soignés faits par le maître d'ouvrage sur l'ensemble de son bâtiment. Végétalisation en toiture, il y a aussi une loi de 2023, c'est assez récent, qui impose la végétalisation ou la pose d'ENR en toiture. Donc là aussi, ce sont des choses qui sont à regarder. Et à partir du moment où on met des énergies renouvelables, on a besoin d'outils d'intelligence dont on parlera tout à l'heure, comme ceux dont on va avoir besoin pour faire fonctionner les ombrières intelligentes et en panneaux photovoltaïques. Alors, l'intervention qui m'a été demandée a été autour d'une dizaine de minutes, donc on est à peu près dans les temps. Il y a un certain nombre de structures pour vous accompagner. Des associations, évidemment, il y a Smile qui est votre association de proximité. Pour ce qui concerne la rénovation tertiaire, vous avez des associations sur le territoire de Nantes Métropole notamment qui sont mises en place à la fois pour le tertiaire, le petit tertiaire, parce qu'on l'oublie, mais l'essentiel, ce sont des bâtiments de moins de 1000 mètres carrés. Et il y a une association qui est l'association Alizé, qui est à votre disposition pour pouvoir vous accompagner. Et puis à Novabuild, on va plutôt s'intéresser aux questions des bâtiments qui concernent plus de 1000 mètres carrés. Je vous ai parlé de ma collègue Margot Schulz tout à l'heure. Et on va vous accompagner, notamment dans la première démarche, c'est la déclaration sur la plateforme qui s'appelle Opérate. On sait que la transparence est la première démarche, la premier pas d'une démarche vertueuse. Et donc, la plateforme Opérate est une plateforme où on va déclarer un peu comme on déclare ses impôts. On va déclarer ses consommations énergétiques. Et ensuite, à partir d'un point qu'on va choisir, on va avoir à organiser ces baisses de consommation énergétique. Et donc, il y a un coaching énergétique qui est possible avec nous. Et ensuite, on va vous accompagner pour mettre en place le plan. Il y a un plan pluriannuel qui est à mettre en place pour réaliser et parvenir à ces obligations réglementaires. Voilà, j'ai été peut-être un peu court, un peu rapide, mais en général, c'est plutôt l'inverse. Donc, Merci, à vous la parole, à Pierre. vous la suite. Merci Pierre-Yves d'avoir effectivement posé les enjeux du bâtiment durable de manière générale et de replacer le bâtiment intelligent à côté des autres leviers pour faire avancer le bâtiment vers la réduction de son empreinte carbone. Comme je le disais en introduction, mais pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez poser vos questions dans la conversation et on prendra un temps de questions-réponses à la fin des 3 interventions suivantes. Donc là, on va passer sur les retours d'expérience de projets, donc de projets qui ont été homologués Smile. Donc, Benoît, je vois que tu as partagé ton écran, donc je vais te laisser engager la présentation. C'était plutôt pour valider que ça fonctionnait bien. Je Ah, sais pas ok, très bien. donc, Parce qu'on pouvait, dans ce cas-là, on reste dans l'ordre qu'on s'était donné sur le programme, si ça vous va. Donc, on va dans ce cas-là prévoir l'intervention sur l'hôtel des Postes de Nantes, donc de la part d'Anthony Gilbert-Chollet, sur un projet qui se situe à Nantes. Je vous laisse la main, voilà, pour le partage. Très bien. Ok, donc je pense que vous voyez mon écran. C'est Très bon. bien. Très bien. Donc bonjour à tous. Merci à Smile et à Novabuild de me laisser la parole, en effet, pour pouvoir partager ce retour d'expérience sur un projet global qu'on a appelé, nous, au début Smart Building, voilà, bâtiment intelligent, sur le site emblématique de la Poste, qui est basé sur la place de Bretagne, pour ceux qui connaissent Nantes, au pied de la tour de Bretagne, que vous voyez en photo. Donc c'est un projet qui a été labellisé Smile, je crois que c'était en 2018. C'est un projet que nous, on a initié voilà, à partir de 2016 dans un développement global de projet. Alors, hop, je vais passer au slide suivant, si ça avait bien marché.
Voilà, c'est bon. Alors justement, en préparant cette présentation, je suis allé un peu rechercher dans mes archives, puisque 2017, ça fait un peu loin, donc pour me remémorer un peu ce qu'avait été notre ambition quand on avait monté ce projet, qui était un projet vraiment démonstrateur et expérimental, hein. On a vraiment travaillé ce sujet. Moi, à l'époque, j'étais au siège de la Poste Immobilier en tant que responsable innovation, et en travaillant avec les équipes de Nantes, j'avais pu cerner sur ce bâtiment un potentiel pour expérimenter pas mal de choses que moi j'avais sourcées un peu en salon ou en chambre sur le smart building de façon générale. Et donc pour retracer un peu notre ambition à l'époque, on avait pris le projet avec une finalité de mise en place de production photovoltaïque. C'était un peu notre objectif à terme du projet, de la mise en place d'une centrale photovoltaïque, et une centrale photovoltaïque en autoconsommation, puisqu'à partir de 2017, c'est l'année où le texte réglementaire a été publié, où on a pu faire de l'autoconsommation, où l'autoconsommation sur les bâtiments était autorisée. Donc ça a été on va dire un peu l'objectif final de ce projet, et ce qui nous a guidés sur l'ensemble du projet pendant ces 5 ou 6 années. Avec, entre guillemets, la cerise sur le gâteau, on en parle beaucoup maintenant, mais à l'époque, on avait déjà envisagé de faire de la flexibilité énergétique avec tout ce qu'on allait mettre sur ce bâtiment. Donc voilà, donc j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, ce projet, avec cette ambition de produire de l'énergie et de jouer sur la flexibilité énergétique, on a voulu bien sûr le faire dans une optimisation énergétique globale du bâtiment. Hein, c'est un immeuble assez important, hein, parce que vous le voyez là sur la photo, il fait 35 000 m². On a environ 1000 personnes qui travaillent sur ce site, 1000 personnes de la Poste. Et comme tout bâtiment dont on est propriétaire, on a des projets d'entretien du propriétaire, des projets de réaménagement des locaux. Et donc, dans tous les projets qu'on a pu faire depuis 2017, on a embarqué ce sujet d'optimisation énergétique systématiquement, en le couplant, en venant le greffer à notre projet de démonstrateur. On a voulu aussi embarquer le sujet du numérique dans ce projet. On sait très bien que la data va devenir un élément important dans nos équipements et pour piloter l'immeuble. Donc on a embarqué ce sujet numérique. Et puis on voulait aussi que ce projet soit collaboratif en embarquant la population de l'immeuble, mais aussi ouvert à l'extérieur pour partager tout ce qu'on a pu faire, et éventuellement associer d'autres acteurs, d'autres parties prenantes dans le projet. Et le tout dans une méthode plutôt d'innovation, itératif, avec un objectif final, mais une possibilité de pouvoir naviguer et arrêter des choses et reprendre des choses en cours de projet. Voilà, donc ça, c'est les objectifs, c'était notre vision. C'est vraiment, j'ai repris vraiment ce qu'on avait produit à l'initial pour défendre le projet et pour le financer. Alors maintenant, puisque là, l'objectif, c'est de faire un retour d'expérience, j'ai repris les mêmes composantes, et je vous ai mis en face ce qui a été réalisé en 2020, donc à date, pendant ces 6 années de projet. Donc sur la composante optimisation énergétique, qui est un élément primordial, hein, comme le disait Pierre-Yves tout à l'heure, l'enveloppe, la coque, c'est vraiment quelque chose c'est la première chose à faire, hein. Donc bien sûr, c'est des travaux lourds, donc il faut les programmer, les prévoir et les financer.
Donc, il y avait des choses qui étaient déjà programmées en 2017, qu'on a mis en place. Et il y a d'autres choses qu'on a, par exemple, l'isolation de la toiture. Là, si je reprends une thématique que j'ai identifiée, l'isolation de la toiture dans le cadre du photovoltaïque, c'est la mise en place de la centrale photovoltaïque qui nous a fait un peu anticiper la rénovation de l'étanchéité du bâtiment, des toitures terrasses. Et dans ce cadre-là, on a renforcé l'isolation de la toiture terrasse. Donc, au niveau optimisation énergétique, le bâtiment a été partiellement traité, notamment en termes de façade, avec une rénovation complète d'une partie du bâtiment, qu'on appelle le bâtiment B, pardon, avec une ITE, un remplacement des menuiseries extérieures, la mise en place d'une centrale d'air à double flux, des éclairages LED dans cette rénovation, et puis un pilotage de cette partie du bâtiment par une GTB. Donc ça, c'était un gros projet de réorganisation du site dans lequel on a embarqué une rénovation énergétique assez poussée. En parallèle de ça, on a aussi fait l'isolation de la toiture, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi l'éclairage LED des parkings. On a 3 niveaux de parking dans ce bâtiment. Donc c'est un poste de consommation assez important. Donc on a remplacé l'éclairage qui était vieillissant par un éclairage LED avec gradation. Sur le numérique, alors j'ai mis des codes couleurs sur ce qui a été réalisé. En vert, c'est ce qui a réussi. En rouge, puisqu'on va en parler, c'est ce qui a été plutôt un flop. Et en orange, voilà, un retour d'expérience plutôt mitigé. Donc sur le numérique, on a voulu tester la mise en place d'une maquette BIM en exploitation et la mise en place d'un Building Operating System. On a été jusqu'au bout de la mise en place de ces systèmes, mais on a été confronté, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, alors pas vraiment à des problématiques techniques, même si la mise en place de ce type de système est assez lourd et demande vraiment une organisation de toute la documentation, d'aller chercher dans les DOE, des choses comme ça. Donc c'est assez lourd à mettre en place. Mais nous, on a été confrontés vraiment à l'utilisation de cette maquette BIM. Aujourd'hui, et donc ça, nous, on a arrêté le projet de maquette BIM en 2020 parce que en fait, la maquette BIM n'a pas trouvé ses utilisateurs. On n'a pas trouvé de cas d'usage vraiment pertinent d'utilisation de cet outil. Le mainteneur sur le site n'a pas vu l'utilité d'utiliser cette maquette. Donc nous, on a pu constater que le marché, entre guillemets, côté utilisateur, n'était pas prêt. Donc on a plutôt décidé de stopper et de mettre, entre guillemets, la maquette dans les tiroirs. Peut-être qu'on la ressortira un jour, une fois que le marché sera un peu plus mature. Puis on a aussi tenté de fédérer les systèmes. Donc quand je dis fédérer les systèmes, c'est faire parler les GTB, faire parler les systèmes de gestion d'éclairage. Donc ça, c'est un retour un peu mitigé. On rencontre encore des difficultés sur ce sujet-là. Par contre, on a mis en place très récemment un système de pilotage intelligent du chauffage sur le site via des têtes thermostatiques connectées. On est sur un système de gestion directement au radiateur avec une intelligence artificielle embarquée. On a déployé plus de 1000 têtes thermostatiques sur ce site-là. Et aujourd'hui, ce système fonctionne et on espère de grosses réductions de consommation sur le poste chauffage. Sur le collaboratif, on a vraiment, là, pour moi, fait un beau projet, puisqu'on a commencé le projet en 2017 en associant des étudiants de l'école d'ingénieurs de l'ICAM qui ont travaillé sur le sujet du photovoltaïque et nous ont aidés à avancer sur ce sujet qui était assez innovant. On a essayé de travailler l'autoconsommation collective avec l'hôtel Ibis qui est à côté du site, mais on n'a pas pu aboutir, notamment à l'époque, à cause des problèmes de tarifs de l'électricité qui étaient réinjectés sur le réseau et dont l'hôtel Ibis aurait bénéficié.
et qui était supérieur à ce qu'ils achetaient sur leur fournisseur. Donc plutôt un no-go côté économique. Les visites de site, sur ce site-là, on fait beaucoup de visites, notamment de la centrale photovoltaïque, grâce à Smile notamment, mais aussi en interne. Donc ça, c'est plutôt une réussite et les gens qui visitent cette centrale photovoltaïque sont plutôt bluffés de la taille de cette centrale et de ce que cela apporte sur le bâtiment. On partage beaucoup avec les locataires et on a créé vraiment une dynamique de sobriété grâce à tous ces systèmes installés, en les expliquant, en les vulgarisant. Sur la production d'autoconsommation, alors là, bon, bah, c'était un peu la finalité du projet. Donc ça a abouti, hein. La centrale a été mise en service en 2021. Une centrale de 250 kW crête en autoconsommation individuelle. Et aujourd'hui, on couvre 20% de la consommation électrique du site grâce à cette centrale. Et enfin, sur la flexibilité énergétique, qui, je le rappelle, on l'avait imaginé un peu comme la cerise sur le gâteau. Bah, aujourd'hui, on y est, hein, puisqu'on en parle de plus en plus avec le système EcoWatt. Le site a été embarqué dans le concours CubeFlex sur la flexibilité dès la première saison, donc l'année dernière, en tant que pilote. Il y avait 12, je crois qu'il y avait 12 sites pilotes en France, et ce site en a fait partie. Et d'ailleurs, on a décroché une deuxième place sur les bâtiments tertiaires supérieurs à 2000 m², à 30 000 m², pardon. Donc une deuxième place. Le pilotage automatique des systèmes, dans le cadre de la flexibilité, nous, il y a encore du boulot à faire. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on réinscrit le projet, le site dans le projet CubeFlex cette année pour améliorer le fonctionnement. Et puis, on a pu, par ce concours, mobiliser les collaborateurs. Tony, voilà, je sais que tu as encore un certain nombre de diaporamas. Oui. Je ne te coupe pas maintenant, hein, mais je te demande voilà, si tu peux accélérer un peu pour qu'on ait le temps pour les autres interventions. C'était le gros du Rex. Là, je vous ai projeté quelques chiffres sur le dispositif en place. Très bien. sur les dispositifs. Là, c'est plutôt des chiffres sur le comportement énergétique et l'intérêt économique. Alors là, sur la centrale photovoltaïque, nous, c'était vraiment un démonstrateur. Ça nous a permis de valider le modèle d'autoconsommation pour l'ensemble du groupe La Poste. Et donc aujourd'hui, on a 50 projets et d'autres qui arrivent, qui sont dans le pipe pour mettre en place des centrales photovoltaïques en autoconsommation. On fait visiter la centrale photovoltaïque, comme je disais tout à l'heure. C'est plus de 200 collaborateurs du site qui ont visité la centrale. Et puis, au niveau économique, dès la première année, les locataires du site ont vu un gain sur leur facture électrique. À l'échelle du site, c'était dès la première année 2 000 € en moins sur la facture. Là, je parle vraiment de 2 000 € net, hein. Et puis, si on fait un cumulé à une dizaine d'années, on est sur un delta de plus de 20 000 € sur cette facture. Et je fais complètement abstraction de l'épiphénomène qu'on a eu cette année de quadruplement des prix du kilowattheure. Très rapidement sur le Rex global, sur la consommation énergétique du site. Voilà, on est sur un site assez énergivore, hein, plus de 3,5 millions de kilowattheures consommés sur 2022. En 2019, on était à 4 millions. Donc voilà, on a fait quand même une grosse économie. Aujourd'hui, le site est très très performant par rapport à ce qu'on peut constater sur le marché. Hein, l'OID donne pour ce type de site une consommation environ 180 kWh par mètre carré par an. Le site aujourd'hui est à 111 kWh par mètre carré par an au total. Et si on déduit la production énergétique de la centrale photovoltaïque, on est à 104. Donc on est sur le décret tertiaire, on va dire, ready pour 2030. Et enfin, pour vous montrer un peu les évolutions et de la consommation du site, j'ai mis en face de chaque année les actions qui ont été mises en place sur le site et leur impact sur la consommation énergétique, hein. Donc là, sur le gaz, c'est un site qui est au gaz aujourd'hui, mais qui va basculer sur le chauffage urbain l'année prochaine. Donc là, on pourra en plus améliorer l'impact carbone du site. Mais sur la consommation du gaz, voilà, on était à plus de 2 millions de kilowattheures en 2019.
Là, on est en 2023 à un peu plus d'1,5 million, donc un gros effort par rapport à cette solution mise en place. Et puis enfin, sur la partie électrique, une tendance pareille à la baisse de façon significative de plusieurs dizaines de pourcents. En conclusion, moi, ce que j'apporterais comme conseil sur ce type de projet bâtiment intelligent, c'est en effet de travailler l'enveloppe qui est la priorité 1. Avant de mettre en place tous les systèmes, il faut travailler l'enveloppe. Le pilotage des systèmes, oui, mais il faut essayer de faire simple, parce qu'on a bien vu que la mise en place de systèmes complexes, on arrive assez facilement à des impasses et c'est assez consommateur en ressources. L'engagement des parties prenantes, ça c'est essentiel et il faut le faire au plus tôt du projet, hein, dès la conception, dès l'idée, il faut essayer d'embarquer les gens. Et enfin, l'autoconsommation. Alors bon, là, c'est un peu mon dada, donc je dis évidemment dès que possible, mais on voit que ça fonctionne techniquement, énergétiquement et économiquement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que je n'ai pas trop empiété sur la suite. Non, très bien, merci Anthony pour ce retour d'expérience voilà, très, très intéressant avec le regard de quelques années de mise en œuvre. On va passer, donc je le redis, on prendra les questions-réponses. Il y en a un certain nombre dans la conversation. Anthony, tu peux aussi y répondre par écrit, si, à celle qui te semble voilà, facile à répondre par écrit. Et on va basculer sur la présentation de Benoît Vagneur pour Sensing Vision. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous voyez mon écran? Et puis, si c'est bon, je vais commencer. Très bien. Super. Donc, en fait, je vais faire la présentation en 2 temps. J'ai quelques slides que je vais partager. Je vais essayer d'aller vite sur les slides. Et puis après, je vais vous montrer les plateformes de production qui sont utilisées par le client dans ce contexte. Saint-Grégoire avec une actualité qui est douloureuse où le maire est décédé il y a une dizaine de jours. Il devait y avoir les collaborateurs de la collectivité qui devaient participer. Et en fait, c'est vraiment pas le moment, donc je fais la présentation tout seul. Sensing Vision, on a un peu plus de 6 ans d'ancienneté. On est à un peu plus de 25 collaborateurs. On a 2 grandes activités. On construit des infrastructures réseau et puis on développe des plateformes qui utilisent les technologies de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle, par exemple dans des contextes d'optimisation énergétique pour les bâtiments tertiaires. On utilise 4 grandes technologies. On utilise les technologies de l'Internet des objets, du cloud, de l'intelligence artificielle et des Open API. Et on essaye par cela de proposer des solutions intégrées où on va proposer pour les collectivités locales des applications. On va avoir la capacité de travailler sur la question de l'énergie des bâtiments, mais également superviser les réseaux d'eau, travailler sur des questions de mesures d'environnement, de stationnement, de gestion de déchets, de mesure de la chaîne du froid et d'éclairage urbain. Donc on est sur des plateformes technologiques où on va avoir la capacité de déployer des capteurs qui vont nous permettre d'avoir de la donnée temps réel. On utilise plein de technologies de capteurs. On va être également en capacité de récupérer de la donnée via des flux météo ou des données de consommation d'énergie avec Enedis et Gaspard. Ces données-là, on les met dans un data lake open source et après, on a des applications qui vont exploiter les données. Alors, le projet Saint-Grégoire, c'est quoi? Saint-Grégoire, c'est une commune de 10 000 habitants dans Rennes Métropole. C'est un projet où le projet était assez intéressant. C'était un projet qui était une ambition politique. Le projet, il s'appelait Small Smart City. La première ambition, c'est que ce soit un projet réplicable à l'échelle de petites collectivités. L'idée vraiment forte, c'était la Smart City, ce n'est pas que pour Dubaï, Singapour, Paris ou Rennes Métropole, c'est aussi pour des structures qui ont des moyens financiers et des moyens humains qui sont contraints. On a répondu à l'appel à projet et en fait, ça s'est construit par une plateforme qui était assez complexe où d'abord, ça a été la construction d'une infrastructure réseau souveraine. Donc à Saint-Grégoire, on a déployé un réseau dédié à l'Internet des objets. C'est juste 3 antennes radio qui permettent de couvrir toute la commune. Et puis après, on a interconnecté sur d'autres enjeux tous les bâtiments avec de la fibre optique. Ensuite, on a mis du Wi-Fi sur l'ensemble des espaces publics. On a déployé à peu près 60 caméras de vidéosurveillance sur la ville. Et puis, on a un peu plus de 300 capteurs qui sont déployés pour tout un tas de cas d'usage qui parlent d'énergie des bâtiments, mais de plein d'autres choses que je vais essayer de vous montrer après.
Un des points particuliers sur les technologies qu'on utilise, c'est qu'on est capable de déployer extrêmement rapidement les technologies, puisqu'on va être sur des plateformes cloud. Et en fait, on ne déploie chez le client que les capteurs. L'ensemble du reste des plateformes existe. Et donc, on n'a que des capteurs à déployer. On est capable de déployer sur ce projet-là. On a déployé à peu près 80% du projet en moins de 3 mois. Le gros focus, c'était la question énergie des bâtiments. Et à l'époque, Pierre Breteau était précurseur, puisque à cette époque-là, le problème, c'est que le coût de l'énergie des bâtiments baissait. Et en faisant rien, entre guillemets, il m'expliquait que en faisant rien, sa facture d'énergie baissait. Bonne pioche, et au moment où le coût de l'énergie a monté, on a été en situation beaucoup plus favorable. On prend un schéma qui dit qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour réduire la consommation d'énergie des bâtiments tertiaires. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il faut tout mettre en œuvre. Ce n'est pas un choix, c'est tout mettre en œuvre. Il faut faire l'isolation thermique, il faut avoir l'autoconsommation, il faut avoir la GTV, et ainsi de suite. Après les bulles, ça montre en fait le volume financier qu'il faut y associer. Et puis, plus c'est à droite, plus le délai est important et plus c'est complexe à mettre en œuvre. Nous, ce qu'on dit, c'est pas où qu'il faut faire. Il faut faire absolument l'ensemble de ces actions-là. Nous, on se positionne sur les bulles vertes. Là, on pense avoir une capacité d'action. On va avoir sur nos plateformes une plateforme qui va essentiellement prendre de la mesure, mesurer de l'information et fournir de l'information pour mieux régler les bâtiments. C'est ce que je vais décrire après. Après, on est capable de faire du pilotage simple. On est capable de produire de l'information sur les usages et les pratiques du bâtiment. Et puis, on est capable de s'interfacer avec des systèmes de GTC complexes. Alors, le mécanisme qu'on utilise, ça s'appelle Monitor-Based Commissioning. C'est un truc anglo-saxon qui dit en gros, on collecte de l'information et puis c'est un processus en fait qui dit on va fixer des objectifs. Par exemple, on va dire les groupes scolaires, on va les chauffer à 19 degrés quand ils sont utilisés, 16 degrés quand ils ne sont pas utilisés. On va associer un agenda et puis des seuils d'alerte. Ensuite, on va mesurer à la fois le service rendu. En groupe scolaire que je pensais être chauffé à 19 degrés, au fait, je chauffe à combien? Et puis, on va aussi mesurer l'usage du bâtiment. La salle polyvalente que je pensais être utilisée le mardi soir, est-ce qu'elle est encore utilisée le mardi soir? Ce qu'on se rend compte, c'est que dès qu'on met les capteurs, on a plein de défauts. Donc, on va corriger les défauts, les fuites, les anomalies, les consignes, et ainsi de suite. Ensuite, on va se poser la question des pratiques. Est-ce bien raisonnable d'avoir une salle de sport qui coûte 3 000 € la journée pour 2 personnes qui font du badminton? Oui ou non? Et puis après, avec les consommations, ça nous permet d'objectiver où on en est rendu en termes de performance et de continuer à améliorer le bazar. Donc pour ça, on utilise des plateformes technologiques. On va avoir des capteurs qu'on va déployer chez les clients. On a plusieurs générations de capteurs. On a des capteurs LoRaWAN. Ça va être des capteurs autonomes en énergie qui vont communiquer avec des antennes qui peuvent être à plusieurs kilomètres du capteur. Sur Saint-Grégoire, avec 3 antennes, on couvre toute la ville qui est assez large. On a d'autres types de capteurs qui peuvent être par exemple des GTC. On s'interface avec des GTC Schneider, par exemple, sur Saint-Grégoire. On a aussi des caméras qui ont des fonctions un peu particulières. Et puis, on a d'autres générations de capteurs qui sont des capteurs Bluetooth Low Energy. En gros, toutes ces données-là, on les agrège sur nos plateformes avec des données qu'on va chercher ailleurs, des données météo, des données Linky. Et puis, on produit 3 grands types de services. Des applications web que je vais vous montrer, des flux de données, par exemple, pour déclarer à Opera les consommations d'énergie des bâtiments. Et puis, on a des systèmes assez sophistiqués de notification, d'alerte et de mail. Sur la partie Saint-Grégoire, là, ce que je vais vous montrer, c'est on a fait jusqu'à présent que de collecter de l'information. On n'a rien modifié dans les systèmes existants. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on est embuté en termes de performance sur certains bâtiments. Et sur certains bâtiments, il faut aller plus loin. Donc, il faut aller sur du pilotage. Sur du pilotage, sur Saint-Grégoire, on fait 3 choses. Sur les bâtiments énergivores, en fait, on s'interface avec des GTC, donc des systèmes de gestion complexes de bâtiments, qui sont dans le cas d'espèce à Saint-Grégoire des GTC Schneider. Donc, les bâtiments énergivores sont pilotés par des GTC Schneider, mais nous, on pousse les consignes dans des GTC Schneider. Et puis après, on a, sur des bâtiments moins complexes, du pilotage avec soit des actuateurs en fil pilote, soit comme sur le site de la Poste, avec des robinets thermostatiques connectés en LoRaWAN. Donc, on pilote les robinets à distance. Donc, c'est un peu le cadre conceptuel sur lequel je voulais vous montrer. Et puis, je vais essayer de vous montrer les plateformes. Donc, sur les plateformes, il y a plusieurs plateformes. Ça, c'est la plateforme qui sert à faire la partie monitoring du réseau. Je ne vais pas vraiment y étarder, mais en gros, ce qu'on sait sur ce réseau-là, c'est
C'est un réseau qui est utilisé par à peu près 700 personnes tous les jours, 1800 par mois. Et on sait exactement où ils sont, quel réseau est utilisé par quoi. Par exemple, sur le réseau Wi-Fi public, il y a 800 personnes qui se connectent par jour. Sur la partie plateforme applicative, les utilisateurs vont se connecter sur un portail qui va leur donner accès à plusieurs familles d'applications en fonction des privilèges d'accès auxquels ils ont accès. La première application qu'on montre souvent, c'est une application qui s'appelle Dashboard Public, qui est en fait une application qui sert simplement à afficher de l'information de temps réel à l'entrée de certains bâtiments de la ville. Donc là, à la mairie, la médiathèque, puis au groupe scolaire, je pense qu'on affiche en temps réel des données agrégées de consommation d'électricité, de gaz, d'eau. Là, on est sur une logique de conduite du changement, on est sur une logique d'acculturation et du fait que l'effort de consommation, la réduction de la consommation d'énergie, c'est bien un effort partagé. Après, on va avoir accès à des applications qui sont plus sophistiquées. Donc là, c'est une application qui est destinée à la partie énergie, qualité de l'air des bâtiments tertiaires. C'est l'application qui est utilisée par les services techniques de la ville, où en gros, ils voient plusieurs choses. Ils voient que la plateforme fonctionne, ils voient que les capteurs fonctionnent. On a des agrégats de consommation en énergie. Par exemple, on voit que par rapport à la période de référence de l'année dernière, on est à moins 21%. Et que sur le gaz, on est à plus 26%. Sur Rennes, il fait très froid cette semaine. Et il y a une grosse consommation de gaz. On a 3 alertes en cours. On a des alertes sur des taux de CO2 qui ne sont pas normaux. Donc, on a plusieurs alertes de taux de CO2 sur des bâtiments petite enfance. Et ça, c'est des alertes qui sont liées à des défauts d'aération. Ils ont du mal à gérer correctement l'aération des bâtiments. La plateforme, en fait, elle sert à quoi réellement? Elle sert à fournir de l'information qui va permettre, dans ce que vous voyez actuellement, permettre aux agents d'optimiser le réglage des bâtiments. Donc, on a des capteurs et les capteurs, ils passent leur temps à dire là, il y a une fuite d'eau, là, ça ne marche pas, là, c'est mal réglé, là, c'est mal réglé, là, c'est mal réglé. Là, je lance un calcul complexe, en fait, à l'échelle de la ville. Donc, on a plusieurs années de données maintenant. Et en fait, la question que je pose, c'est où est-ce qu'on peut encore réaliser des économies d'énergie? Donc, en fait, on a des bâtiments. Les bâtiments, on a des heures ouvrées. En fait, sur les bâtiments publics, c'est à usage très fortement intermittent. Donc, on a des heures ouvrées, des heures non ouvrées. Et à l'échelle de la ville, là, le calcul est presque fini. Ce qu'on dit, c'est en kilowatts, on peut encore aller chercher 4% en heures ouvrées et 9% en heures non ouvrées. Ce qui est documenté en termes d'économie d'énergie, c'est l'année dernière, par rapport à l'année précédente, ils ont économisé 18% en kilowatts. Et depuis le début du projet, ils ont économisé 35% en kilowatts à l'échelle de la ville. Donc là, on leur dit, on peut encore chercher. Et on peut encore chercher, par exemple, où Coloriage, c'est un bon exemple. Coloriage, c'est un bâtiment petite enfance où, en fait, on a un âge d'usage qui a été défini et on a de la mesure. Donc, on attend 19 degrés, manque de bol, on mesure 21,5 en moyenne dans le dortoir quand il est utilisé. Et puis, quand il n'est pas utilisé, on mesure encore 21. Et ainsi de suite pour le reste des bâtiments. Là, on est sur un bâtiment, on n'a pas de système de pilotage suffisant pour aller plus loin. Donc là, sur ce bâtiment, par exemple, c'est vannes thermostatiques connectées qui va nous permettre d'aller chercher plus loin. Et ainsi de suite. Donc là, on a plein de détails sur les bâtiments. Après, pour finir la démo sur cette partie-là, on a des alertes très sophistiquées sur des dépassements de seuil. Et puis, on a des outils qui vont permettre de faire des analyses. Et là, par exemple, je vais chercher à trouver une fuite d'eau. Et donc, je vais chercher sur mes compteurs d'eau à identifier une fuite d'eau. Alors, la fuite d'eau, ça peut être des choses assez complexes dans le sens où ce n'est pas simplement des dépassements de seuil. Alors, comme ils n'ont pas trop de fuite d'eau, je suis obligé de chercher dans le temps. Là, j'en ai trouvé une pas mal. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est quoi? On a en gris la phase week-end, puisqu'on a des usages différents du week-end. Puis là, on voit qu'on a des consommations. Et là, on a une consommation que nous, on juge anormale. Ça, c'est un profil de consommation qui n'est pas normal. Donc là, on a identifié tout un tas d'anomalies. Sur le base kayak, ce n'est pas grand-chose, mais on a identifié 2 fuites d'eau, une fuite d'eau à 3 mètres cubes heure et ainsi de suite. Et après, sur ces seuils-là, on a des dispositifs assez sophistiqués, gestion d'alarme. On va être capable de dire, sur une alarme, on a des protocoles de routage d'alarme où on va être capable d'envoyer l'alarme à tout un tas de destinataires. Les alarmes, on est capable de les envoyer sous plusieurs modalités différentes. On peut envoyer des emails, on peut envoyer des SMS, et puis on peut envoyer des messages en synthèse vocale, parce qu'on a certains utilisateurs qui aiment bien la synthèse vocale. Donc, par exemple, à Saint-Grégoire, on a une autre application qui s'appelle Cold Monitor. Cold Monitor, c'est une application qui
est dédiée à la supervision de la chaîne du froid pour la restauration scolaire. Cette application, elle est utilisée par le responsable des frigos, en fait, de Saint-Grégoire, qui lui a accès que à cette application de supervision de la chaîne du froid. Et là, en fait, on voit qu'il a la capacité de tracer la chaîne du froid sur tout un tas de capteurs et ainsi de suite. Donc ça, c'est une application où on est toujours dans le contexte Internet des objets, mais là, dans un usage très particulier qui est un usage réglementaire de traçabilité de la chaîne du froid pour la restauration scolaire. Et puis, si je veux continuer à montrer un autre usage, à Saint-Grégoire, une autre application. Ça peut être le dernier, Benoît, si ça te va. C'est à Saint-Grégoire, le sujet, c'était un problème d'attractivité pour les commerçants du centre-ville, où ils ont fait tout le centre-bourg avec plein de sens uniques. Et la question, c'est que les commerçants se plaignaient du fait de cette restructuration-là, qu'il y avait moins de monde qui allait dans le centre de Saint-Grégoire, du fait de la difficulté à essayer de se stationner. Et en fait, l'application, c'est on a mis tout un tas de capteurs et puis des panneaux d'affichage variables qui, en fait, objectivent le fait qu'il y a toujours des places de stationnement à Saint-Grégoire et donc que tu peux te garer sans problème. Donc, on est sur un projet qui est un peu large, un projet où il y a plein de facettes, dont une facette énergie. Et sur la facette énergie, ce qu'il faut retenir, c'est sans modifier les bâtiments existants, simplement en mettant des capteurs à l'échelle d'une ville, on réduit l'ordre de 30% de la consommation d'énergie. Pour aller plus loin sur la partie énergie, il faut arriver sur du pilotage sophistiqué, fin, bâtiment par bâtiment. Et puis, il y a toutes les opérations de rénovation qu'il faut mener en parallèle. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Benoît, pour ce retour d'expérience. Je vais donner la parole désormais à notre troisième intervenant, Pierre Renaud, pour Ipango, qui va nous partager sa présentation. Bonjour à tous. Très bien, on voit votre écran. Super, merci déjà de nous avoir invités. On va pouvoir présenter un peu ce qu'on a fait à notre petite échelle et de manière assez modeste sur une médiathèque dans la ville de Locminé, donc toujours dans le cadre des bâtiments intelligents. Je ne vais pas révolutionner ce qu'ont présenté mes deux prédécesseurs, parce qu'ils ont déjà bien résumé la situation sur ce qu'on attendait d'un bâtiment intelligent et de la façon de le piloter. Nous, on a initialement répondu à un appel d'offres de la mairie de Locminé qui souhaitait poser des panneaux photovoltaïques et avoir une autoconsommation. Et on a donc répondu à cet appel d'offres. On était très peu nombreux à le répondre à l'époque. C'était en 2019. Et on a commencé par faire un diagnostic du bâtiment au niveau énergétique. Donc, c'est un bâtiment récent de plus de 1000 mètres carrés avec un chauffage au sol. Et on a récupéré les courbes de charge chez Enedis pour regarder un petit peu les usages du bâtiment, les week-ends, les jours fériés, les jours ouvrés, etc. Et voir un petit peu où se faisait la consommation. Ensuite, on a dimensionné des panneaux photovoltaïques qui ont une petite contrainte qui fait que ça couvre le terrain pour les boulistes. Donc, ça permettait aux joueurs de boules d'être à l'ombre l'été et au sec les jours de pluie, ce qui correspond à peu près au climat breton, on va dire quand il pleut pas, il fait beau et quand il fait beau, il pleut. Mais là, c'est un petit peu caricatural, évidemment. Et enfin, on a installé une batterie de 53 kWh qui nous permettait de répondre aussi aux enjeux d'autoconsommation. Dans les recommandations et les demandes de l'appel d'offres, il fallait baisser la puissance souscrite de 30%, baisser la demande annuelle du réseau d'environ 50% et garantir à minima 80% d'autoconsommation sur le site. Donc, comme mes prédécesseurs, et suite à notre audit énergétique, on a remplacé le chauffage au sol par des pompes à chaleur et des VMC double flux. Et ça, ce sont des éléments qu'on peut piloter grâce à nos systèmes de pilotage. Un diagramme que je n'ai pas vu chez mes prédécesseurs, c'est un peu celui-là qui est la vue globale du rôle client au niveau central, de ce qui se passe en amont et de ce qui se passe en aval. Donc en amont, nous, on achète de l'énergie sur les places de marché. Elle transite via le réseau Enedis globalement. Elle passe par un fournisseur. Le fournisseur délivre l'énergie au niveau du site, là en l'occurrence une médiathèque. Et ce que l'on fait généralement, c'est qu'on pilote les panneaux photovoltaïques pour écréter en cas de nécessaire. La batterie, évidemment, pour la charger, la décharger. Et Pardon, des Pierre, éléments... on est toujours sur la diapo titre, enfin, en tout cas moi ce que je vois à l'écran. Ah ouais? Ah ça c'est embêtant. Est-ce que là ça arrive? Là c'est bon, c'est ah, passé. bah, je suis désolé, alors le précédent c'était celui-là, voilà, il y avait juste c'est bon, c'est ce que je me suis dit. Ok. Désolé.
Donc, voilà, sur le schéma global, donc, maintenant que vous l'avez à l'écran, vous visualisez un petit peu mieux ce que j'expliquais. Donc, en amont, c'est tous les achats d'énergie qui transitent sur le gestionnaire de réseau, qui passent à travers un fournisseur qui peut être nous ou pas nous. Et ensuite, on retrouve l'installation du client avec des panneaux photovoltaïques, une batterie et des éléments de flexibilité qui peuvent être des groupes froids, des climatiseurs, des VMC double flux, des machines-outils, etc. On peut renvoyer éventuellement une partie du photovoltaïque chez un agrégateur ou même de la batterie. Et enfin, nous, notre boîtier, notre Smartbox qu'on place au milieu du client, communique avec nos serveurs pour tout ce qui est données météo, données de consommation et éventuellement rattrapage de pilotage. L'idée étant que notre système est 100% autonome, on n'intervient pas dessus. On ne fait que lui envoyer de la donnée. Et le système prend ses décisions par lui-même en fonction des données météo, de la consommation du bâtiment, de l'état de charge de la batterie, de la production photovoltaïque et de la configuration de ce qui nous autorisait de faire avec la flexibilité, comme un décalage de production, ou en l'occurrence, pour la mairie de Locminé ici, notre flexibilité, c'était de jouer sur la climatisation en ayant une température de confort entre 19 et 22 degrés. Ne jamais descendre en dessous de 19, ne jamais dépasser 22. Donc, ces 3 petits degrés, c'est ce qui nous permettait de jouer aussi sur la consommation. Donc, derrière, notre système, évidemment, renvoie des rapports automatisés aux clients via des emails mensuels, a la possibilité de remonter des alertes quand il y a une anomalie batterie ou une anomalie sur les panneaux photovoltaïques, et donc de suivre au quotidien pour notre client son installation, avec en plus de mémoire, je crois qu'ils l'ont fait à la mairie de Locminé, un écran de télé à l'accueil qui montre la production en temps réel du photovoltaïque pour montrer aux visiteurs de la médiathèque que l'énergie que celle-ci consomme est locale et elle est verte. En termes de résultats, ben, c'était une réduction de la part énergie, de la part acheminement sur la facture qui a été revue à la baisse. Donc, on le voit très bien sur le graphe de consommation du bâtiment. 2017, 2018, 2019, c'était des années nominales de consommation. 2020, on installe le photovoltaïque et là, on voit tout de suite la descente et avec la batterie dans la foulée. Et là, enfin, la preuve est plus que probante de l'efficacité de tout ce qu'ont démontré les intervenants juste avant et de ce qu'on prouve nous aussi, c'est qu'on réduit drastiquement la consommation d'un site en pilotant intelligemment l'énergie qui est dessus à l'aide de panneaux photovoltaïques et de batteries. Donc, les conséquences, c'est passer de 2 000 € par mois de facture en 2018 à 600 € par mois en 2020. On a réduit la puissance souscrite, on l'a divisé par 3, avec la possibilité de descendre en dessous des 42 kVA, mais ça a impliqué un changement de compteur. Ça, c'est le premier point qui a un coût non négligeable chez Enedis. Et le deuxième, c'est que si on doit faire un dépassement de puissance, en descendant en dessous de 36 kVA, on fait disjoncter le compteur, alors qu'au-delà sur les compteurs jaunes, on peut se permettre de faire des dépassements de puissance si nécessaire. Et donc, on a amélioré évidemment le confort thermique été hiver pour le personnel. Quand c'est des canicules, ben, la médiathèque peut envoyer le club de l'âge d'or jouer au bridge au frais dans la médiathèque. Ça, c'est plutôt positif. Et enfin, c'est évidemment une réduction de l'empreinte carbone plus que manifeste avec une énergie verte et à nouveau locale qui est utilisée. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter sur le système, puisque à nouveau, tout ce qu'ont vont présenter les prédécesseurs résume bien la situation. Et comme eux, je vais insister sur les facteurs clés de succès, c'est que c'est avant tout des responsables locaux qui se sont appropriés la problématique de la transition énergétique avec une vraie volonté d'avancer sur l'autoconsommation, sur le fait d'avoir de l'énergie verte. Donc, c'est le maire de Locminé avait une vraie volonté de ce côté-là, avec une vraie équipe qui était motivée à faire aboutir le projet dans les meilleurs délais. En gardant une vision à la fois globale et locale, le fameux Think Global et Act Local, en s'inscrivant sur le long terme. C'est un bâtiment qui est maintenant équipé pour plus de 20 ans avec une solution qui tourne bien. Et derrière, on se rend compte aussi que ce qui emmène ces facteurs de succès, c'est l'éducation progressive des usagers et des citoyens du fait que maintenant, c'est à la demande de s'adapter à l'offre et c'est plus le contraire au niveau de l'énergie en France. Et c'est encore plus vrai quand on parle d'énergie renouvelable. Donc voilà, ça a été notre retour sur le climat. Merci pour cette présentation et merci à tous pour vos présentations. On va prendre, du coup, on a un peu de temps pour les questions. Finalement, j'ai pressé certains intervenants, mais voilà, on reste dans le timing prévu.
Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées sur la conversation, mais si vous souhaitez prendre la parole, comme on a un peu de temps, c'est possible et ça permettra de clarifier vos questions. Sinon, je commence en posant peut-être une première question de la conversation et puis si certains d'entre vous prennent la parole au fur et à mesure. Alors, on avait dans les premières questions aussi pour apporter un regard un peu critique aux actions et je pense et je vous remercie d'ailleurs de vos interventions qui ont explicité, je pense, les facteurs de réussite, les difficultés rencontrées. Enfin, je pense qu'on a un panorama plus complet désormais. Il y avait une question alors que je lis, c'est le pilotage des énergies, en tout cas les dispositifs mis en place, est-il compatible avec une approche low-tech du bâtiment? Alors, d'un point de vue dispositif, on se dit que non, mais en tout cas, je pense que l'idée de cette question-là, c'était est-ce qu'au final, on arrive à réduire l'empreinte carbone globale du bâtiment une fois qu'on a ajouté ces équipements Nous, on est pour très. améliorer le pilotage. Benoît, vas-y, je te sens prêt à répondre. Alors, nous, on est tout le temps questionné là-dessus, sur cette question de low-tech, même sur la question de la sobriété énergétique, et sur des questions très légitimes de votre bazar, est-ce que ça ne consomme pas plus d'énergie que les économies que vous en générez? Pour vous donner une idée en termes de consommation d'énergie, la plus grosse plateforme qu'on ait, qui est une plateforme qui sert pour tout le département du Finistère, on est à moins de 1800 watts en termes de consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on est sur une grosse cafetière. Pour tenir toute la plateforme du Finistère, on a un cluster de 8 calculateurs avec des dizaines de milliers d'objets connectés dessus. Donc, s'il y a de la consommation énergétique, un des trucs qu'on essaie de faire, c'est justement de l'objectiver, donc sur nos plateformes, de montrer combien nous, on crame en énergie pour produire le service. Après, là où la question elle est complètement légitime, et quand on regarde à l'échelle d'une collectivité locale, c'est une collectivité locale, c'est des centaines de bâtiments ou c'est des dizaines de bâtiments extrêmement divers. Par exemple, on regarde sur une commune, on va avoir des bâtiments très énergivores et puis tout un tas de bâtiments qui ne sont pas forcément très énergivores, mais qu'il va falloir quand même superviser. Et en fait, en termes d'instrumentation, on adapte l'instrumentation au caractère énergivore du bâtiment. Le vestiaire foot qui est utilisé une fois de temps en temps, à la limite, on ne met pas du tout de capteur, on récupère simplement les données de consommation Enedis et puis on supervise la consommation Enedis et rien d'autre que ça. A contrario, un bâtiment très intermittent, très énergivore, et en fait le caractère c'est très intermittent, là on va avoir intérêt à avoir des capteurs qui vont nous permettre de bien comprendre comment fonctionne le bâtiment. Il y a une question qui a été posée, c'est la question du retour sur investissement. Nous, notre jeu, ce n'est pas de mettre des capteurs dans tous les sens. Notre jeu, c'est de traiter de la donnée de la manière la plus efficace. Et on va chercher le retour sur investissement le plus agressif possible. Avec l'explosion du coût d'énergie sur des bâtiments fortement énergivores, on est sur un ROI qui a moins de 14 mois sur une plateforme qu'on vend pour 5 ans. Le client, en fait, en investissement, il achète une plateforme pour 5 ans avec toute la partie maintenance et ainsi de suite. Et globalement, sur 14 mois, il a payé la plateforme et après, toutes les économies, c'est du budget de fonctionnement. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a aussi plein d'usages sur lesquels il n'y a aucun modèle de retour sur investissement. La monitoring du taux de CO2 dans les écoles primaires, dans les dortoirs, il n'y a pas de retour sur investissement. Les fuites d'eau, par exemple, à Saint-Grégoire, ils se sont rendus compte que pendant la phase de canicule, ils se sont pris une fuite d'eau massive. Les fuites d'eau, ça ne coûte pas suffisamment cher pour avoir un retour sur investissement. C'est insupportable socialement d'avoir une fuite d'eau massive en pleine période de canicule, mais il n'y a pas de retour sur investissement sur les fuites d'eau. Je vais laisser le parler parce que sinon je peux faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres compléments de réponse que vous voulez apporter sur le sujet, les intervenants? Sinon, je vois qu'il y a Sylvain Cotte qui lève la main, peut-être pour une intervention orale. Peut-être le retour sur investissement sur la flexibilité. C'est une question qui m'a été posée et aujourd'hui, en effet, il n'y a pas encore de retour sur investissement sur cette flexibilité ou alors vraiment de façon assez marginale parce que le marché n'est pas encore complètement établi. Alors, il y a quelques agrégateurs qui commencent à proposer des solutions sur on parle plutôt de l'effacement. L'effacement et flexibilité, c'est assez lié. Mais sur la
flexibilité telle que nous, on l'a travaillé sur le bâtiment de Nantes de la Poste, on était plutôt sur c'est pareil, sur une réponse au réseau et une contribution globale au passage des pointes de l'été, de l'hiver, pardon. Donc on était plutôt en travail avec RTE sur des réponses aux signaux EcoWatt. Je dis pas que après il y aura peut-être un retour sur investissement quand le modèle sera plus établi et qu'il y aura des vraies offres financières ad hoc. En tout cas, c'est un sujet effectivement majeur et sur lequel Smile souhaite travailler, cette valorisation économique de la flexibilité, puisqu'on voit que c'est un enjeu pour augmenter, on va dire, capter le plus possible le gisement de flexibilité disponible dans les bâtiments tertiaires, dans les logements. Aujourd'hui, les leviers pour valoriser économiquement la flexibilité, c'est soit en lien avec de l'autoconsommation d'énergie pour finalement consommer l'énergie qu'on produit soi-même et augmenter son taux d'autoconsommation, soit s'adapter à des offres de fournisseurs d'énergie, donc pour consommer l'énergie donc selon le système heure creuse, heure pleine qu'on connaît pour consommer l'énergie lorsque sa fourniture est moins chère, et aussi ensuite par les marchés de flexibilité via les agrégateurs. Et c'est là où je voulais peut-être un complément d'intervention de Pierre Renaud, puisque je pense que c'est ce qui ce qui vous distingue des autres interventions, c'est que vous êtes allé sur ce volet-là. Et dans votre activité, vous êtes en lien avec des agrégateurs, des opérateurs d'effacement qui font de la valorisation économique de flexibilité. Alors en fait, c'est pas on est en lien avec, on est en train de monter un Oui. agrégateur avec la volonté justement de pouvoir mettre en relation le producteur avec le marché de l'électricité et écouler la production au meilleur tarif possible pour le producteur. Donc, et en garantissant évidemment toutes les notions d'équilibre avec RTE qui font partie du métier d'agrégateur. D'accord. Je me permets sur ces questions-là de partager c'est un des projets qu'on a avec Saint-Grégoire et c'est à cause de ça. Et en fait, c'est un truc qu'on dérivé d'un projet qu'on a fait pour Ouessant, c'est exactement là-dessus. C'est exactement sur cette question-là. À Ouessant, en fait, le sujet sur Ouessant, on a l'énergie sur Ouessant, c'est actuellement 4 groupes électrogènes au fioul avec une grille énergétique qui alimente du résidentiel et des bâtiments publics. Et le projet sur lequel on a bossé sur Ouessant, c'était de passer au tout renouvelable. Et le fait de passer au tout renouvelable, ça voulait dire qu'il fallait absolument avoir des plateformes d'efficacité énergétique, parce que sinon, ça ne marche pas du tout. Ouessant, c'est un territoire isolé énergétiquement. Il n'y a pas de câble qui relie Ouessant à la mer. Et donc là, le sujet sur lequel on a bossé, c'était un projet européen. C'était pour la partie bâtiment public, on faisait du pilotage, on asservissait les bâtiments. Et pour la partie résidentielle, on fournissait de l'information aux personnes. Et en fait, c'est un projet qu'on va décliner sur Saint-Grégoire et je vous remonte juste en 2 secondes ce que ça donne. En fait, nous, on fournissait par le réseau LoRa l'état de la grille énergétique à un afficheur qui était chez les gens. Donc en gros, il y avait un code couleur, vert, il y a plein d'énergie, tu peux consommer, rouge, il n'y a plus d'énergie, on essaie de tout couper. Et puis on a développé un module qu'on mettait sur le compteur Linky qui affichait en temps réel la consommation d'électricité de la maison. Et le jeu, c'était de voir si on était en capacité par de l'auto-régulation, d'avoir une influence sur, quand on dit que c'est rouge, est-ce que les cinquantaines de Wessentin qui étaient équipés de ce capteur-là étaient en capacité de réduire d'eux-mêmes la consommation d'énergie. Donc ça, c'était un projet de pilote un peu rigolo qu'on a fait. Et donc ce projet-là, sur Saint-Grégoire, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir une déclinaison justement pour les logements sociaux, justement pour aider les gens à mieux réguler leur consommation, notamment sur les pics de consommation. Très bien, merci pour ce complément. Effectivement, les IC sont souvent des sites pilotes particulièrement intéressants pour travailler à l'autonomie énergétique. C'est aussi un projet qu'on suit de près. Ce qui est rigolo aussi, c'est une question aussi qu'on va poser sur comment on conçoit les projets. Est-ce qu'on arrive avec une super techno puis on impose tout? En fait, sur OSN, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toute une démarche de co-construction. Le premier truc qu'on a fait, c'est réunion publique. On a pris les habitants, on leur a expliqué les enjeux et ainsi de suite. Et puis, on leur a donné aussi la question, par exemple, c'était est-ce que c'était souhaitable que leurs données des capteurs soient remontées sur le cloud? Et ils ont tous convenu que non. Ils ne voulaient pas que
tout le monde sache à quel moment ils allumaient la lumière la nuit, et ce qu'ils consommaient en énergie, et s'ils étaient là, pas là. Et donc, le projet a été modifié pour que typiquement les capteurs ne me remontent rien sur le cloud. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire, de co-construire avec les élus, les agents, et ainsi de suite. Et dans le chat, en fait, ce que j'expliquais sur Saint-Grégoire, le sujet monitoring des frigos, en fait, c'est vraiment lié avec présentation de la solution avec les agents, de qu'est-ce qu'on pouvait faire, et ainsi de suite. Et le responsable de la restauration a dit, moi, la semaine dernière, j'ai perdu un frigo parce qu'il y a une coupure d'électricité, on a perdu, je ne sais pas, 200 kilos de viande. Là, vos capteurs, ça ne peut pas servir à faire ça. Et tu leur dis, ouais, évidemment. Et de ça est devenu notre superbe application Cold Monitor, qui permet justement de faire ça. Très bien, merci. Sylvain Couette, vous aviez levé la main tout à l'heure, vous l'avez rebaissée. Je ne sais pas si la question est toujours d'actualité ou s'il y en a une autre. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, merci pour tous les éléments. C'était par rapport à la question sur le low-tech notamment, donc c'est moi qui l'avais posé. Donc merci pour les éléments à apporter. Là-dessus, après, c'est vrai qu'il y a la question du dosage, peut-être aussi, on voit des bâtiments, alors peut-être moins maintenant, mais pendant une période, il y avait énormément de domotique pour essayer absolument de tout piloter à l'intérieur, les apports lumineux, l'eau, l'éclairage. Et ce pilotage-là amenait peut-être à une surconsommation d'équipements qui était parfois un peu gadget et pas du tout adapté non plus aux usagers du bâtiment. Voilà, donc après, dans vos démarches, vous, aujourd'hui, quand vous discutez avec les collectivités ou les maîtres d'ouvrage, est-ce que vous avez aussi ce regard sur, oui, ok, c'est bien de piloter, mais attention, il ne faut pas non plus en mettre partout, n'importe comment. Donc vous avez déjà un peu apporté des éléments de réponse là-dessus, hein. C'est sûr. Et après, le low-tech aujourd'hui, à mon sens, quand on va construire un bâtiment neuf, c'est peut-être plus approprié d'essayer d'intégrer du low-tech. Mais sur l'existant, effectivement, il faut faire avec ce qui existe. Et dans ce cas-là, oui, piloter l'existant, c'est important. Est-ce que vous avez justement, je ne sais pas, un avis là-dessus sur où est-ce qu'on peut mettre du low-tech, où est-ce qu'on peut mettre du pilotage, quel dosage, comment vous conseillez en fait les maîtres d'ouvrage là-dessus, ou alors est-ce que vous répondez simplement à leurs commandes en disant bon bah là oui on va essayer de faire comme ils veulent mais c'est pas forcément adéquat. Voilà, donc c'était un petit peu le sens de la question. Moi, ma vision, c'est moins il y a pilotage, mieux on se porte, c'est-à-dire plus le bâtiment s'autorégule et moins on a d'actions à faire, mieux on se porte d'une manière un peu globale. Après, pour rigoler, en fait, nous, les bâtiments les plus complexes qu'on fait, c'est des bâtiments religieux. On est des spécialistes de la chapelle connectée ou de la basilique connectée. Là, on est sur des trucs de fou en termes de pilotage, parce qu'on a vraiment des cas d'usage extrêmement particuliers où on t'explique que la chapelle, elle sert pour des offices religieux, mais aussi pour des machins, et aussi pour des bidules, et ainsi de suite. Et où il y a de fait personne pour s'en occuper. Et là, tu es obligé d'être sur des bâtiments avec une complexité de pilotage qui est vraiment extrêmement particulière. On a 2-3 références de fous furieux comme ça. Mais à part des trucs comme ça, où on est vraiment dans un cas d'usage extrêmement particulier, la règle générale qu'on se donne, c'est ultra low-tech. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de vannes thermostatiques connectées. Le mode de fonctionnement en général, c'est donc on a un chauffage à eau chaude et puis on a des calendriers d'usage du bâtiment et on a des consignes attendues. Ces consignes-là, c'est pas simplement on ne peut pas simplement travailler avec une température. On ne peut pas dire 19 degrés pour tout le monde. C'est Janine à l'accueil de la mairie, parce qu'elle est en courant d'air, machin truc bidule. La température pour Janine, donc la température de confort, c'est 21 degrés. Donc on ne travaille pas simplement en température brute, mais en température de confort. Donc on va régler Janine à 21 degrés. Et puis elle arrête de travailler à 17h30, donc à 17h, clac, la vanne thermostatique se replie à 17 degrés pour que la température descende. Et on a la capacité quand même, si elle reste travailler plus longtemps, sa vanne thermostatique, elle la remet à 21 degrés, elle va rester chauffée à 21 degrés pendant 1 heure, et puis ensuite elle va se replier à 16 degrés. Donc on est sur des trucs de pilotage super, super simples. Le plus simple possible, en fait. En tout cas, c'est une bonne question de toujours se demander, avant d'installer un système nouveau, si on a vraiment raison de l'installer. C'est pour ça que j'ai voulu, en introduction, vous redonner quelques pourquoi. Et c'est vrai que cette question du carbone, elle est un bon curseur. Se demander si ça permet
à court terme ou à long terme, dans la gestion du bâtiment, de faire des gains, pas seulement des gains énergétiques, mais en faisant le calcul carbone, d'autant plus que on a affaire là à un produit, c'est le premier, hein, donc il faut quand même être un peu, il faut le dire et le redire, c'est le premier produit neuf commercialisé en France qui a une obligation de donner son poids carbone. Depuis le 1er janvier 2023, avec l'Aéro 2020, qui est donc un joli nom pour une réglementation, tous les produits neufs bâtiments, vous pouvez acheter une montre, vous pouvez acheter un ordinateur, vous pouvez acheter quoi que ce soit, vous n'avez jamais le poids carbone de votre produit, à part pour un bâtiment. Et c'est certainement des produits les plus complexes. Donc il faut maintenant qu'on profite de ça pour rentrer dans cette logique du calcul, de gain. Et avec les seuils dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on démarre en 2023 avec des seuils qui n'ont pas énormément changé par rapport aux seuils précédents, mais à partir de 2025, on va avoir des seuils très engageants, très contraignants. Et là, on va commencer à voir apparaître le fait que les systèmes pèsent lourd en termes de carbone. On n'est pas du tout sur des choses négligeables. On est sur du 15 à 20% sur l'ensemble du poids carbone des bâtiments dû au système embarqué. Et donc, là où on pensait que c'était un peu négligeable, voilà, on rajoute un truc, on enlève un truc, on va devoir, à partir de 2025, donc ça va arriver assez vite, pour les bâtiments neufs, se poser ces questions. Et le neuf dans notre pays, c'est une sorte de cadre de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est pas mal aussi, c'est de se dire, ces questions qui ne sont pas applicables à l'ancien, à la rénovation, en fait, c'est aussi une logique qu'on doit avoir pour la rénovation. Sylvain disait tout à l'heure, vraisemblablement pour la rénovation, il est plus important de mettre des systèmes embarqués avec de l'intelligence pour pouvoir piloter, certainement, mais toujours quand même se demander si on fait le bon calcul et si on a fait le bon choix. Et moi, je suis très content d'avoir entendu les trois intervenants parce que aucun des intervenants n'est venu pour nous dire les systèmes, c'est ça change tout, quoi. Moi, je vais insister, c'est un truc que j'ai mis dans le chat, c'est la techno, elle fonctionne. La techno, elle fonctionne sans problème. Après, les vrais sujets, c'est la conduite du changement. Pour illustrer ça, je vais vous montrer deux cas d'exemple, un qui marche, un qui ne marche pas. Je vous montre la plateforme que je vous montrais tout à l'heure, je vous la montre sur une commune qui s'appelle Béton. Béton, c'est là où on est installé. Béton, excellent élève. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Heure ouvrée, rien. Heure non ouvrée, 6%. Les mecs, ils sont taquets, leurs machins, ils sont réglés au petit poil. Globalement, tu peux vraiment pas faire grand-chose. Là, c'est vraiment nickel. La commune d'à côté, Chevigné, on a plus de données. Alors là, c'est la fête dans tous les sens. Le pôle enfance, 34% de surconsommation, et ainsi de suite. Le pourquoi, c'est à Chevigny, ils ont un gros problème de responsable des services techniques. Ils n'arrivent pas à stabiliser. Une organisation qui est complexe en termes d'organisation de la commune. Et ce que montre la plateforme, c'est que ça dysfonctionne depuis 5 ans, sans problème, consciemment. Et donc, ce que je veux dire par là, et insister vraiment sur le sujet, c'est s'il n'y a pas de commande politique. À Saint-Grégoire, le maire, la commande politique, c'est on diminue la consommation d'énergie de 30%. Commande politique. Après, si tu ne mets pas les moyens, notamment en termes de moyens humains, c'est-à-dire que si tu ne dis pas, Roger, tu as bien compris, ton job, c'est ça. Donc, tous les jours, tu vas sur la plateforme et ainsi de suite. Donc, ça veut dire aussi changer la fiche de poste des agents. Si tu n'as pas adapté la fiche de poste des agents et ainsi de suite, il ne se passe pas grand-chose. Puis après, on va parler on va générer des alarmes. Super. Il se passe quoi quand tu as une alarme de surconsommation de machin un vendredi soir du mois d'août? Si tu n'as pas de procédure associée à ça, on parle juste de rien. Donc, c'est bien. Il faut bien avoir toute la chaîne de liaison qui est commande politique et ainsi de suite, jusqu'au détail de type fiche de poste et bazar. Et si vous permettez que je rajoute un mot, vous avez parlé tout à l'heure de Janine, vous parlez maintenant de Roger. En fait, l'intelligence, c'est les humains. J'ai beaucoup de respect pour Janine et Roger. En fait, Roger, en fait, on a deux utilisateurs tels. Roger, c'est responsable des services techniques, pas très à l'aise avec le MUO, mais le mec est juste le spécialiste de ces bâtiments. Et il est là, et ce n'est pas un data scientist. Donc, ça veut dire, si tu lui présentes des interfaces qui ne sont pas adaptées à son métier, ça ne marche pas. Ça juste marche pas.
Et effectivement, la base de l'intelligence, oui, il y a de la technique, mais il y a toujours les humains d'abord qui l'ont programmé et qui l'utilisent pas. On a entendu tout à l'heure avec le bâtiment de la Poste, il y a des trucs qu'on a voulu faire. On a en tête aussi des lycées de la région où des choses qui ont été installées n'ont pas été utilisées, mais la région, elle est là aussi pour ouvrir les chemins, tester des choses et puis aider l'ensemble d'une filière à prendre conscience d'un certain nombre de choses. L'important, c'est l'humain. Et peut-être que c'est un des messages à faire passer. C'est quand même, où est-ce qu'on met l'humain dans l'affaire? Comment est-ce qu'il maîtrise? Donc, vous parliez de commande politique, mais on parlerait quand c'est dans le privé, on dirait la maîtrise. Qui maîtrise? Pour faire quoi? Et ça, ces questions d'ordre humain, on l'a eu dans les trois présentations. On a eu à chaque fois la réussite des projets, c'est parce qu'il y a des porteurs de projets qui ont eu envie d'aller jusqu'au bout et de le faire vivre et d'en faire quelque chose. Là où je suis d'accord Merci. avec vous et où je reçois surtout M. Bagneur, c'est mettre des capteurs pour mettre des capteurs, ça n'apporte rien si l'information n'est pas agrégée et elle est rendue intelligible à la personne qui doit la traiter. Parce que si le gars se prend 50 alarmes par jour, à la fin, il les lit plus. Si le gars, il a des graphiques qu'il ne comprend pas, à la fin, il ne les lit plus. Il faut un peu gamifier le jeu, il faut rendre ça ludique, il faut que ce soit quelque chose d'agréable, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Alors en effet, il faut avoir les fiches de poste, il faudra des acteurs engagés, des gens qui veulent aller de l'avant, des fois des équipes plutôt jeunes qui sont moteurs. Mais pour moi, le danger de trop de capteurs partout, c'est aussi pour répondre à la notion de low-tech de tout à l'heure, c'est si on en met trop, à la fin, on noie les gens dans l'information et ça, c'est vraiment pas bon. Ça joue contre nous. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les intervenants, enfin les participants plutôt? Ou sinon, je vous propose, enfin allez-y, hein, n'hésitez pas à me couper. Mais sinon, je vous propose d'en rester là. Alors Benoît, tu voulais encore, vas-y, rajouter un petit mot. Là, je vois des trucs sur les systèmes constructifs et ainsi de suite. Il y a un truc que je trouve extrêmement impressionnant, on a tout un tas de clients qui se font livrer des bâtiments dernière génération, super bien conçus, avec tout passif, des murs en terre, bazar, enfin, tu vois, le truc absolument génial. Des systèmes de GTC d'enfer, et puis tu mets 3 capteurs et tu regardes ce qui se passe. Et tu te dis, wow. Ça ne veut pas dire que parce que les bâtiments sont bien conçus, qu'il y a des GTB qui sont correctement réglés, et ainsi de suite. Et on a plein de cas d'exemples justement de bâtiments de dernière génération où on a vraiment intérêt à suivre le service rendu à l'usage. Oui, moi, les supports que j'ai, moi, mes supports seront mis à disposition. Alors effectivement, pour conclure, je vais dire que les supports seront mis à disposition, que le webinaire est enregistré et pourra être disponible en replay sur notre site internet. On vous enverra effectivement les éléments, qu'on reste bien sûr à votre disposition pour creuser ces retours d'expérience en lien avec les différents intervenants, parce que l'objectif, c'était aussi d'inspirer tous les participants, mais d'avoir un regard, on va dire, ouvert sur voilà, les bâtiments intelligents, ce qu'ils apportent, les défis à surmonter, etc. Je pense qu'on a fait un beau panorama aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être présents, d'être intervenus, et je vous souhaite une bonne journée désormais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.